Bon, alors, ça me tanne depuis ce matin, mais bon, j'avais d'autres trucs à faire, comme on dit, d'autres chats à fouetter. De vous parler de... Alors, il y a plusieurs étapes qui sont venues après, mais depuis ce matin, il y avait surtout insoumission, dégradation et basculement. Voilà, il y avait ces trois étapes. Insoumission, c'est-à-dire que, à la limite, la question est souvent revenue, comment est-ce qu'on sature? Donc, parce que le but est de basculer dans la volonté réelle, comment est-ce qu'on sature? Est-ce qu'il faut des saturations violentes? Non, on a vu que c'est pas obligé. On peut avoir des saturations un peu plus douces et quand même pouvoir basculer. Il y a, psychologiquement, il y a des étapes qui commencent alors dans ce qui est la matrice subatomique et son système de fonctionnement pour récolter de l'émotivité et pour rebalancer des programmes qui vont à nouveau produire de l'émotivité, etc., etc. Ça n'en finit pas. Donc pour sortir de ce cercle vicieux qui produit de l'énergie viciée, il y a des étapes psychologiques à comprendre. Donc, elle commence par ce qui est la polarité. La polarité est composée de virtualité et de dégradation. C'est-à-dire ce qu'on appelait la vertu et la culpabilité, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est les deux composantes essentielles qui font tourner la machine subatomique, donc la matrice subatomique. Donc virtualité, dégradation, vertu, culpabilité. C'est-à-dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Donc ça commence par virtualité, parce qu'en général dans la société, ce qu'on recherche c'est la reconnaissance, donc la validation, et c'est comme ça qu'on construit le personnage, l'image de soi. Bien sûr, ça ne marche pas toujours, il y a, évidemment, on a remarqué, hein, il y a des rejets abandons qui font qu'on bascule dans des petites dégradations, donc dans des petites dévalorisations. Alors c'est plus ou moins petit, parce qu'il y a des gens qui se mangent des dévalorisations qui sont quand même très très traumatisantes. On ne va pas rentrer dans ces détails, on va essayer de rester très très général. Bon, malgré tout, dans cette virtualisation sociale, il y a quand même une saturation. Par exemple, pour quelqu'un qui va avoir beaucoup de reconnaissance, donc des statuts sociaux, de l'argent, et puis des bravo, bravo, tout ça, il y aura une saturation de la virtualisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne-là, même si elle a que de la virtualisation, elle va se dire à un moment, mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Mais je comprends rien, en fait, je suis là pour quoi? Voilà. Bon, on sait bien qu'on n'a jamais que ça. Bon, il y en a qui naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais bon, malgré ça, on sait qu'ils ne sont pas heureux pour autant. Donc voilà, ils ont une saturation de la vertu, c'est-à-dire qu'ils ont trop du bien et ils ont néanmoins pas le sens de la vie avec. Donc, il y a la saturation de la virtualité qui est globalement ce qu'on peut appeler une récolte de données réflexives. C'est-à-dire qu'on va chercher à emmagasiner le plus de connaissances possible dans la mémoire morte et on va stocker ça dans nos cellules, dans notre cerveau, etc. et aussi dans le métacortex, ce qu'on appelle aussi le troisième cerveau. Le métacortex, je me suis amusée aujourd'hui à me dire, tiens, si je me rematais Matrix pour voir les éléments que j'ai pas vus toutes les fois où j'ai visionné ça. Et la société dans laquelle travaille Néo s'appelle Métacortex. Putain, ça c'est bon quoi. Métacortex. Bon, quand on sait ce que c'est que la métaphysique, bien sûr, c'est la physique au-delà du visible. Et le cortex au-delà du visible, on comprend bien que c'est le troisième cerveau, celui du double éthérique. Bon. Donc on va stocker des données, non pas dans le métacortex, on va les stocker dans le subatome, donc dans la kasha, dans l'inconscient collectif. Et quand au niveau individuel, on arrivera à une saturation de ça, on commencera à poser des questions. Et on aura sûrement des programmes saturatoires qui vont nous amener à se dire mais ça mène où tout ça? Voilà. Donc on va vivre une période d'insoumission parce qu'on va quand même remarquer qu'on a de la reconnaissance, donc de la virtualité, que si on se soumet à des dictates de reconnaissance. C'est-à-dire, on appelle ça par exemple les dictates de la beauté, les dictates de la mode, enfin bon. Les dictates de la reconnaissance, à un moment donné,
On comprend qu'on ne reçoit de la dopamine et de l'adrénaline que si on dit pouce bleu. Et si on fait ça, ça marche pas. Donc en fait, tant qu'on est obéissant au système, on reçoit notre petite dose de cam émotionnel. Et puis quand on désobéit, on a de la dévalorisation. Donc ça, c'est les leviers psychologiques du système de la matrice subatomique. Donc, quand on arrive à saturation de la virtualité et éventuellement de la dégradation, mais bon, je dirais que le peuple et les élites fonctionnent différemment. Les élites vont peut-être saturer de virtualité parce qu'ils ont énormément de reconnaissance et de statut. Et puis les masses vont saturer de dégradation parce qu'elles ont énormément d'invalidation et de punition, quoi. Voilà. Et de souffrance, enfin, tout ce qui va dans la dégradation, quoi. Mais même en saturant de virtualité, on peut basculer dans l'insoumission. Bien sûr, quand on sature de dégradation, on peut basculer encore plus dans l'insoumission, parce que c'est ce qui entraîne les révoltes, parce qu'on en a marre, effectivement, de se faire dominer, marcher dessus, etc. Donc, cette insoumission, c'est donc ne plus obéir aux diktats de la vertu, pour éviter la dégradation. Et ça va produire des conflits, forcément. Quand on n'obéit plus au système, le système, il nous punit. Voilà. Donc, la punition qui en découle, c'est toujours la dégradation. C'est-à-dire, si vous ne dites pas oui au système, j'obéis au système, vous êtes plus valorisé, vous êtes dégradé. On dit aussi quand on est rétrogradé. Mais bon, dégradé, c'est bien parce que ça induit le prochain recyclage de la biomasse qui en découle, c'est-à-dire la mort sociale et la mort physique. Voilà. Ensuite, suite à la dégradation, qui est pour le moment juste une mort sociale, enfin, même si elle n'est pas complète, la mort sociale, elle va quand même être suffisamment partielle pour qu'on ait des saturations. Ça peut être des saturations minimes ou des saturations majeures. Voilà. Dans le couple, là, ça peut être une saturation aussi, parce qu'il peut y avoir une dégradation quand on n'est plus réactif à la domination d'un autre et qu'on lui dit maintenant c'est stop, je me soumets plus, ben forcément il y a une dégradation. Ah ben je t'aime plus, voilà, c'est fini. Bon, ça c'est la dégradation. Et donc suite à ces dégradations, majeures ou mineures, on va vivre des saturations. Et ces saturations, elles sont d'ordre chromatique, même si on ne s'en rend pas compte, c'est des saturations fréquentielles. Donc c'est des saturations de lumière parce qu'on se mange un paquet d'ombres, voilà, et qu'on ne veut pas les voir. Donc quand on ne veut pas voir ces ombres, il y a vraiment de la saturation. Après, quand on veut voir, bon, c'est... Voilà. Mais la saturation, elle peut aller jusqu'à, évidemment, le dévoilement, c'est-à-dire l'apocalypse, des ombres. Et à ce moment-là, on est mis en face de l'illusion, et l'illusion, elle se casse la gueule. Suite à saturation, l'illusion se casse la gueule. Enfin, les illusions se cassent la gueule, c'est pour ça qu'il y a quelquefois besoin de plusieurs saturations mineures pour venir à bout de toutes les saturations. Et il y en a un paquet parce qu'elles se cachent dans des recoins du labyrinthe, je ne vous dis pas que vous soupçonnez, même pas, quoi. Donc ça se déguise de toutes les façons possibles, les illusions. Donc avant qu'on arrive à toutes les faire saturer, je ne vous dis pas, ça demande quand même un paquet de saturations mineures ou majeures. Suite à ça, on a plusieurs basculements, mineurs ou majeurs, qui font que on a ensuite ce qui s'appelle l'émergence de la volonté réelle, c'est-à-dire l'émergence de l'inconscient, de la force vitale. La force vitale, c'est un truc qu'on peut comprendre dans Star Wars, parce qu'on nous parle constamment de ça. Il y a Gotabor qui a fait une super vidéo, j'arrête pas de la plébisciter, parce que franchement, si on regarde pas ça, on continuera d'être con, voilà. Là, Gotabor, il a fait un truc super intelligent, ça s'appelle le mystère de la force résolue. Franchement, voilà, tout est expliqué de Star Wars là-dedans. Je pense qu'il a même rien oublié. Je pense qu'il n'y a rien, il a fait aucune impasse, quoi. Voilà, tout est dit. Donc, quand on est dans ces saturations, il y a ce qu'on appelle une dégradation de la biomasse. Alors, c'est très, très, très désagréable à vivre, franchement, je vous le dis. C'est très désagréable à vivre, parce que quand les illusions se cassent la gueule, c'est des mémoires dans l'espace-temps qui dégravitent.
et donc qui font... Alors, c'est pas que les mémoires, elles s'en vont, qu'elles n'existent plus, mais c'est en fait leur pouvoir d'emprise et d'hypnose sur notre pensée, enfin sur notre esprit, qui disparaît, qui s'évanouit. Donc ça fait très très mal, parce qu'on a des attachements à ça. On est conforté, on est réconforté, et on croit que c'est une vraie énergie, alors que c'est une énergie viciée qui fait que tourner dans un vase clos, et qui s'appauvrit à chaque fois qu'elle fait un tour, quoi. Par contre, même si elle s'appauvrit, elle augmente en masse. La masse augmente, c'est-à-dire qu'on produit de l'espace-temps, on produit de la masse en produisant de l'émotivité que l'on fournit au subatome. Et le subatome nous envoie des programmes pour en produire encore plus. Donc quand par contre on arrive à couper le nœud gordien de ce cercle vicieux, on se rend compte que ça fait très très mal cette dissolution du pouvoir des illusions. Les mémoires disparaissent pas, mais par contre le pouvoir de l'illusion disparaît. Et c'est ça qui fait mal. C'est le prix à payer dont parle Bernard. C'est ça qui est très très très... c'est une souffrance... voilà. C'est une souffrance qui est même plus forte que celle de l'émotivité. L'émotivité, c'est une souffrance, mais c'est une petite souffrance, là, à côté de la dissolution de l'emprise des mémoires. Voilà. Là, vous avez, enfin, vous tombez dans le vide, quoi. Là, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Il n'y a plus de meubles à attraper. En fait, c'est comme si, en fait, la réalité, elle se... Comme les tableaux de... Comment il s'appelle Salvatore Dali. Hop, ça devient complètement flasque et vous tombez dans le vide, quoi. Voilà, vous tombez dans le terrier du lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. Voilà. Et donc, quand vous êtes dans ce basculement qui fait que du coup, il y a une dissolution de l'emprise des émotions, donc des illusions. L'emprise des émotions, c'est ça l'illusion. L'emprise des émotions. L'emprise des mémoires, c'est ça l'illusion. Les mémoires, elles peuvent rester, c'est pas un problème. C'est pas un problème la mémoire, on peut faire avec. Mais par contre, l'emprise de la mémoire, c'est ça l'illusion. C'est l'attachement à l'énergie que ça semble apporter. Parce qu'une mémoire, elle apporte un semblant de virtualité. Ou alors, elle apporte un semblant de dégradation. Mais quand on n'a que ça à quoi s'accrocher, la dégradation, c'est quand même quelque chose qui nous rassure. Et donc, après ce basculement, après cet effondrement de l'emprise des mémoires, donc l'effondrement des illusions, il y a quelque chose qui se passe, c'est l'émergence de la volonté réelle et c'est une présence. C'est-à-dire c'est la présence de ce que veut la force vitale. La force vitale, c'est la première chose que le corps humain rencontre quand il commence à rentrer dans le réel. Il rencontre la force vitale et sa volonté. La force, quoi. La force de Star Wars. Il rencontre ça, c'est quelque chose qui peut être personnifié, qui peut prendre une forme et qui peut éventuellement vous parler, vous faire peur, enfin bon, voilà. Moi je l'ai rencontré sous forme d'un lion, mais ça peut prendre toute autre forme. Il y a aucune symbolique qui soit plus exacte qu'une autre. Toute symbolique est adaptée à vous, à votre décorum psychique, pour que vous puissiez en faire quelque chose. Donc, pour Paul, ça va être un lion, pour l'autre, ça va être un hydre avec plusieurs têtes. Enfin bon, ça peut être un aigle, peu importe. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est pas la forme qui est importante, c'est ce qu'on en fait. Voilà. C'est comme tous les outils. Hein. L'outil par lui-même, il n'est pas important, c'est l'usage qu'on en fait. Donc, à partir de là, quand on a rencontré ce genre enfin ce genre de symbole, on va ensuite basculer dans des archétypes. C'est comme le rêve. Le rêve, passer de la conscience du rêve à l'éther dont parle Bernard, ça peut prendre plusieurs formes, mais grosso modo, il y a plusieurs formes de rêve. Il y a le rêve qui commence par l'analyse de la journée que vous avez passée, vos réussites et vos échecs, et donc le bilan qu'on en fait, la synthèse qu'on en fait, et les émotivités qui en découlent. Les rêves, ça peut être très émotif. On peut être vraiment dans des dégradations ou des virtualisations dans le rêve. Donc là, on est dans des rêves très très subatomisés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme genre de rêve? On a les rêves d'autres dimensions. On peut se retrouver dans d'autres histoires où on n'a pas du tout le même corps et la même tête.
et on vit des aventures qui n'ont absolument rien à voir à première vue avec la vie qu'on mène sur cette terre, en tout cas dans cette dimension. Ensuite, on peut avoir des rêves mythologiques, c'est-à-dire des choses fantasmagoriques, où il y a des espèces de trucs qui n'existent pas, ou, enfin bon, qui peuvent prendre des formes qui existent, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité, ni avec les multidimensions. C'est quelque chose de très... c'est presque archétypal, mais c'est encore symbolique. Et ensuite, il y a les rêves archétypaux, et plus on monte dans les strates du rêve, et plus les rêves s'éthérisent. Moins ils sont subatomisés. Mais ils seront toujours subatomisés parce qu'on aura toujours... on est toujours dans un corps matériel, donc on a toujours besoin de subatomisation. On ne peut pas encaisser l'éther pur, quoi, c'est pas possible. On ne peut pas encaisser l'éther incorruptible. On a toujours de l'éther corrompu. Donc c'est pas grave, c'est pas dégradant. C'est ni dégradant ni virtualisant. C'est nécessaire, voilà. Mais c'est vrai qu'on passe des strates et plus on avance dans les strates et plus on supporte la radioactivité de l'information qui se trouve dans les strates de l'éther, dans toutes ces fractales, quoi, et dans tous ces niveaux de fractales. Et donc, après les archétypes, personnellement, les archétypes, je les vis sous forme de cordes géométriques qui sont d'abord très verticales et horizontales. C'est vraiment des lignes droites. Et donc, mon corps est dans ces lignes droites et je visite des concepts, en fait, dans la vibration des cordes. C'est-à-dire que au niveau visuel, je ne les vois pas vibrer, mais en fait, je les sens dans mon corps. Elles résonnent avec moi. Et donc, ça m'explique les processus psychiques qui font qu'on est prisonnier de la production de l'émotivité par l'industrie de la consommation. De la consommation. C'est-à-dire qu'on nous somme d'être cons, quoi. Enfin, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est ça. On est sommé d'être con. Donc, être con, ça veut dire ne pas voir qu'on est esclave de cette machinerie, quoi. Et donc, le rêve, c'est ce qui va nous informer UN. Alors, on commence par être informé IN, et petit à petit, on est informé UN. C'est-à-dire de manière de plus en plus éthérée. Et donc, cette volonté, on la voit dans le quotidien, parce qu'on n'est pas tout le temps dans la conscience du rêve. On est dans le quotidien aussi, qui est plus un rêve d'ailleurs que le rêve par lui-même, où on est plus dans le rêve, on est plus dans le réel quand on est dans le rêve que quand on est dans le quotidien matériel. Mais bon, il faut aussi s'occuper d'avoir les pieds sur terre. Voilà. Donc, dans le quotidien matériel, on a ensuite la présence de la volonté, de la force vitale, parce que c'est notre interface, la force vitale. Notre première interface, c'est la force. La force, c'est pas l'éther, mais c'est l'interface qui nous permet de ressentir l'éther dans la matière. Donc, dans le quotidien, on va être en contact avec la force vitale, et c'est avec ça qu'on va dealer. Et au lieu de dealer avec la matrice alternative subatomique, on va commencer à dealer avec la force vitale, qui va passer au travers de la force de la matrice subatomique. Ça va passer au travers, hein, parce que de toute façon, la matrice alternative subatomique, elle est alimentée à la force vitale. Hein. Faut pas rêver, quoi. Et l'éther, il alimente la force vitale. Ensuite, donc, dans ce quotidien, on va ressentir cette force et on va découvrir le non-temps dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on va découvrir que chaque jour est le même et que chaque jour, on fait des actions récurrentes. Autrefois, on avait l'impression d'être dans un jour sans fin, là, comme Bill Murray, et de ne pas pouvoir s'en sortir et de vouloir mourir à la fin de chaque journée. Parce que Bill Murray, il se suicide des tas de fois, jusqu'à comprendre qu'en fait, il n'a pas le choix, il est obligé de vivre pleinement sa journée, à chaque fois, tous les jours, la même journée. Et donc, ça s'appelle Un jour sans fin? Non. Si, je crois que ça s'appelle Un jour sans fin. C'est pas... je confonds peut-être avec le titre où il y a Aitreyu. C'est pourtant Un jour sans fin.
Comment s'appelle l'autre film auquel je pense là, enfin bref, peu importe. En tout cas, je pense que c'est ça, Un jour sans fin, et Bill Murray, il me semble, et Andy McDowell. Et, euh, et donc, on va découvrir qu'on est dans cette espèce de truc, mais on va pas ressentir l'angoisse que ressent Bill Murray à se dire, oh, putain, c'est encore le même jour, il va falloir encore faire les mêmes choses. C'est plus du tout ça. On est vraiment dans un aplanissement de ça, de cette espèce de dire, métro, boulot, dodo, on n'en sort pas, c'est l'esclavage. Tous les jours, c'est l'esclavage. Non, on n'est plus là-dedans. On est présent dans chaque action et on est heureux dans chaque action. C'est un bien-être total dans chaque action. Même si on a fait la même la veille, même si on va faire la même le lendemain, euh, celle de la veille n'existe plus, celle du lendemain n'existe pas. On est toujours dans la même action, que ce soit celle de la veille ou que ce soit celle du lendemain. Enfin, c'est toujours la même, le jour même. C'est-à-dire que tout est réunifié, passé, présent et futur, sont réunifiés dans ce moment qu'on est en train de vivre et dans lequel on est totalement présent. Et donc on ressent la force vitale qui s'exprime parce qu'on n'est plus dans la soumission au système de la matrice subatomique alternative. On n'est vraiment plus là-dedans et du coup c'est vraiment de l'énergie d'un tout autre ordre. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que quand on conscientise cet instant-là que l'on vit dans l'action récurrente, qu'on conscientise la présence en soi de la force vitale et son action à travers le corps, il y a l'émergence de ce qu'on appelle la Shakti, c'est-à-dire le Chi. Et donc, on ressent une électricité dans le corps qui parcourt les jambes, le tronc, enfin c'est surtout les chines, et ça remonte dans la tête. Voilà. Bon, il y en a qui vont dire c'est la Kundalini, mais on s'en fout. D'abord, on va pas la chercher. C'est quelque chose qui vient tout seul. Voilà. Bon, moi j'appelle ça la Shakti parce que c'est vrai que ça m'a été présenté quand j'étudiais l'hindouisme. Et j'ai beaucoup aimé cette période d'instruction parce que je me suis instruite à tout ce qu'on pouvait trouver sur cette terre, je pense. Mis à part la Kabbale, j'ai pas approfondi la Kabbale, j'ai pas approfondi non plus le bouddhisme parce que cette idée de vacuité, ça me saoulait parce que je voulais pas aller dans la vacuité. Donc le bouddhisme, du coup, je l'ai pas exploré parce qu'il y avait ça, il y avait la vacuité et moi la vacuité, ça m'intéressait pas. Donc, malgré tout, j'ai quand même exploré quelques sentences zen du bouddhisme qui sont tout à fait valables, quoi. C'est des grandes perles de la sagesse, quoi. Voilà. Mais bon, ce que j'ai beaucoup aimé dans dans l'hindouisme, c'est la multiplicité poupée russe des espaces-temps, évidemment, puisque ça correspond à la physique quantique. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est cette idée de Shakti. Même si je la vivais que très rarement, à l'époque où j'étudiais le bouddhisme, ça m'arrivait des fois d'avoir la Shakti qui montait, mais c'était super rare, quoi. Et fallait vraiment que je me mette dans des états émotifs, un peu transcendants, méditatifs et tout le truc. Mais c'était forcé, c'était forcé. C'était pas ici maintenant dans le quotidien, ça vient tout seul. Je vais rien chercher, je vais rien vouloir. Je vais juste savourer l'instant et cette présence de la force vitale. Et du coup, quand je suis dans cette saveur, ce bonheur, quoi, ben ça monte. Et du coup, je suis toute pleine d'électricité. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la transformation des cellules. Donc là, quand cette électrification se passe, il y a une remétabolisation du codage ADN. Voilà. C'est inévitable. Parce qu'on est à ce moment-là alimenté par une autre énergie que l'énergie subatomique alternative de la matrice secondaire. Voilà. Et donc, ben ça, c'est bien sympa. Voilà. Allez, à bientôt.